J'ai même pas envie de dire je suis pianiste et de commencer par ça. Je suis avant tout une jeune femme de 26 ans, fille de parents très très aimants et que j'aime plus que tout parce que j'en parlerai, mais mon cadre familial est hyper important pour moi. Donc c'est drôle parce que les gens pensent que je me balade dans la rue, j'écoute du classique tout le temps et que c'est mon obsession. Ils ne savent pas. Hein. Bah non, mais moi j'écoute du rap et du ouais. funk et du R&B. Oui, j'imagine. C'est comme un peu quand on m'invite en concert, on me dit mais vous allez jouer 1 heure, donc c'est 1 heure finalement. Je leur dis 7 heures, c'est 25 ans. Moi je peux vous faire ça maintenant, mais c'est parce que j'ai passé 25 ans à travailler un outil. Les moments où il y a des petits questionnements, ça peut être souvent avant le concert. Ouais, ça, c'est là où l'esprit joue avec toi. Ouais. Avant on se dit non mais je m'inflige quoi là, je peux être chez moi tranquille et laisser quelqu'un d'autre le faire. En tout cas, je pense que je distingue maintenant plus la réussite du succès. Oui, ça c'est certain. Quand la réussite, ça vient de moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va... Le succès, c'est extérieur. C'était hyper chill. Je pense oui, c'est le podcast le plus chill que j'ai fait en termes de... Oui, c'est très chill. Ouais. On est là pour ça. Pour ce nouvel épisode de Gâté Mairie, je reçois Nour Ayadi. Nour est une pianiste formée très tôt qui est passée par des chemins exigeants où le travail, la discipline et les choix prennent une place centrale. Derrière le parcours qu'on voit, il y a surtout une femme qui a dû apprendre à avancer dans la durée, à composer avec plusieurs identités et à rester fidèle à ce qui la met vraiment en mouvement. Dans cet épisode, on ne va pas parler seulement de musique, mais de ce que ça demande de construire sa voix. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nour Ayadi. Salut Nour. Salut Anger, ça va? Ouais, je suis hyper contente de te recevoir sur Gâté Mairie. Très heureuse d'être là. Ouais, pareillement. Tu sais, j'aime bien commencer le podcast par dire aux gens comment je connais la personne, comment on est rentré en contact. Alors moi, c'était en mars dernier, mars de l'année dernière plutôt. T'avais fait une intervention très rapide pour le coup, c'était 15 minutes, je crois, ou 20 minutes, ouais, c'est ça. un événement de Partech. Et je sais pas, j'avais trop aimé ta fraîcheur. Tu vois, vraiment, je me suis dit, cette meuf, elle est trop sympa, elle a l'air trop cool. Et en plus, tu fais un métier assez exigeant, assez rare aussi pour une femme, assez rare pour une femme non française dans ce milieu aussi, enfin voilà. Et je m'étais dit, cette meuf, faut que je l'ai sur le podcast. Et here we are. On est là, ravis d'être là, vraiment. Ouais, non, ça va être très, très, très chouette. J'aime bien commencer le podcast par une question. Nour, qui es-tu ? Ça, c'est pas évident. Hein. Question d'entretien, question de personnalité. Non, mais c'est... J'ai même pas envie de dire je suis pianiste et de commencer par ça. Je suis avant tout une jeune femme de 26 ans, fille de parents très, très aimants et que j'aime plus que tout parce que j'en parlerai, mais... Mon cadre familial est hyper important pour moi, donc je suis aussi la petite sœur d'une fratrie de 3, donc j'ai un grand frère, une grande sœur, et musicienne, mais je pense curieuse de la vie et quelqu'un qui adore rencontrer les gens, et aussi liée aussi à mon métier d'artiste, donner quelque chose de moi aux gens et un peu vibrer avec les gens. J'ai grandi au Maroc, j'habite en France, j'ai aussi voyagé un peu partout par mon métier. Donc ouais, je pense que quelqu'un qui... Bon, j'ai pas envie que ça sonne prétentieux, mais mon prénom veut dire lumière en arabe. Et je pense que ce côté solaire, ça me définit beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas, j'avais bien perçu ça quand je t'ai vue. Et ce qui m'avait aussi frappée, c'est ta maturité. Tu vois, non, mais c'est vrai, parce que tu vois, j'ai quand même... quasiment 10 ans de plus que toi, c'est incroyable. J'ai l'impression de dire, oh my God. Et en fait, je me disais, pour une femme de 26 ans, à l'époque, tu avais aussi 25, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je sais pas, la manière de t'exprimer, ta clarté d'esprit, etc. Je me dis, en fait, ça se voit en tout cas, ce terreau familial dont tu parles, ça se sent. Tu vois, ça se sent quoi, que tu voles pas que par toi seule. Tu vois, t'es pas seule, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça fait plaisir parce que ouais, je le dis pas, mais il y a un peu une armée derrière moi. Ouais. C'est un socle hyper solide et moi je suis ancrée dans ça et dans mes prises de décision. Bon, je dis pas que je vais appeler à la seconde près, mais des fois c'est presque ça. Hein. C'est vrai. Ouais, je sens que en tout cas intérieurement il y a quelque chose de hyper stable. Ouais. Et ça, c'est beau. ça aide énormément dans ce métier d'artiste. Ouais, on va en parler ça. Ouais, on Trop va bien. en parler. Et donc tu l'as dit, tu es née à Casablanca. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemblait ton enfance ? Oui, alors oui, je suis née, j'ai grandi à Casa.
Ouais, comme je disais, donc cadre familial très présent, très bienveillant. J'ai très rapidement été inscrite par mes parents dans des activités extrascolaires. Donc après l'école, j'allais faire de la danse. Donc le piano faisait partie de ces activités-là. C'était pas genre on va être pianiste. Ouais, je fais tout type de danse, du hip-hop, danse contemporaine, classique. Enfin, tout ce genre d'activités. Je faisais des cours d'anglais assez tôt. Ça, mes parents, ils ont vite su que l'épanouissement d'un enfant, ça passe aussi par l'extrascolaire, quoi. L'extrascolaire. Et je le sens aujourd'hui, et c'est ce qui fait la personne que je suis. Casablanca, évidemment, ville absolument incroyable. On a la mer, on a le beau temps. L'hiver, il fait 15 degrés. Enfin, je veux dire, c'est... Sauf récemment, quand même. Oui, récemment. Et ça fait 10 ans qu'il n'a pas... Il a été rude. Mais là, je ne reconnais pas. Mais 4 degrés. Limite, c'était pas mal qu'il pleuve autant. Parce que période de sécheresse, ça fait un peu du bien pour l'agriculture. Donc voilà, cadre hyper bienveillant avec mon frère, ma sœur qui est âgée de 10 ans plus que moi, donc presque comme toi et moi. Mais on est hyper proches, très soudés et puis valeur du travail, la discipline quand même très très présent dans la famille. Donc il n'y avait pas 1000 choses à faire. C'était un cadre qui était un peu caché, genre j'ai jamais senti que j'étais forcée de bosser ou quoi, mais c'était hyper présent et ça fait partie de toi maintenant, quoi. Ah, complètement. Mais ça, j'aimerais bien qu'on en parle après, justement, sur la partie discipline, comment être constant, etc. Et du coup, toi, c'était quoi tes rêves quand tu étais petite? Parce que tu vois, d'avoir grandi dans ce cadre-là, ça t'ouvre à plein de choses. Comment est-ce qu'à un moment donné, justement, le piano est venu là et c'est vraiment installé? Je pense qu'en étant au Maroc, ça n'a jamais été vraiment J'ai jamais rêvé de... Si, en fait, c'est plus... Oui, peut-être le rêve de faire de la musique, mais jamais me dire j'ai envie de jouer dans des grandes salles pour 20 000 personnes. J'ai jamais pensé comme ça, mais il y a des moments dans ma vie où j'ai été tellement fascinée par ce que j'ai vu ou les paroles que j'ai pu entendre que je me disais, mais ça, un jour j'ai envie d'être à cette place-là. Et ça, c'était quoi, par exemple? Tu as des exemples de ça? Ouais, j'ai un exemple. J'ai écouté un concert, j'étais à Casablanca, et c'était un concert avec orchestre. Il y avait un pianiste qui jouait, et c'était une pièce qui est assez grand public, qui marche très bien. C'était 25 minutes, un compositeur russe qui s'appelle Rachmaninov. Donc, c'est une pièce, c'était les variations Paganini, sur un thème de Paganini, voilà. Et 25 minutes, j'avais, je crois, 14 ans. Quand la pièce s'est terminée, j'avais l'impression que ça avait duré 30 secondes. Et je ne savais pas ce qui s'était passé. J'avais jamais eu cette sensation. 14 ans, pourtant, c'est plutôt avancé dans le développement artistique, enfin, dans les cours de piano. J'avais déjà... Et je me suis dit, je veux être pianiste professionnel, je veux jouer cette pièce, je veux être à cette place et avoir cette expérience de présenter cette pièce. Ça m'avait fait un effet, mais... dingo. Je ne peux pas décrire, c'est même pas que j'ai ressenti de la tristesse, de la joie. C'est juste la beauté, en fait. La beauté d'une œuvre d'art. Et là, je me suis dit, ça, c'est tellement beau. Puis, je me souviens que c'était un pianiste qui avait une authenticité qui m'avait marquée. C'était pas vraiment le truc rigide où je me dis, le classique, c'est... le côté un peu... très, caricatural, quoi. Exactement. Il y avait quelque chose de naturel et je me dis là, c'est du vrai, en fait. Il y a pas, on cherche pas la perfection, il y a une transmission d'émotions et ça a été un moment phare dans mon ressenti par rapport à la musique. Il y en a eu un autre quand j'étais arrivée j'ai fait un stage de piano à Nice et j'avais 16 ans. Et là, je découvre en fait plein de professeurs, je découvre plein d'autres jeunes élèves ou un peu plus âgés qui font ce stage-là. Donc, je me confronte un peu à des univers, des cultures différentes, mais qui se retrouvent pour cette même passion de la musique classique. Et ça m'ouvre culturellement et je me retrouve dans mon bain, dans mon univers. Et là, je me dis, c'est intéressant tout ça. Et ça me donne envie d'explorer plus. Des petits moments comme ça. Je m'en souviens encore aujourd'hui et ça ça reste en moi et ça explique aussi pourquoi je suis partie par ce chemin et pas un autre. Mais du coup, il y a un truc qui m'intéresserait de creuser avec toi, c'est toi tout à l'heure tu as parlé de discipline. T'as aussi et quand on parle d'artiste, tu vois, on a l'impression que c'est le côté
tu te laisses, tu vois, tu te laisses partir. Tu vois, moi, j'ai toujours cette dichotomie en moi, toujours de me dire, je suis une artiste refoulée parce que, tu vois, j'étais dans le côté prépa, discipline, très carré. Et on a toujours cette pensée binaire entre soit t'es hyper carré, soit t'es artiste, tu vois, ou t'es créatif, ou bien t'es analytique, quoi. Toujours cette confrontation-là. Toi, ça, comment tu l'as vécu? Comment tu le vis même au quotidien? Comment comment tu as réussi à nourrir ta créativité pour être aussi bien dans ton métier? Je pense que on perçoit l'art d'une façon un peu faussée. Comme tu dis, on pense les artistes sont perchés, que ce qu'ils font, c'est un peu le fruit du génie, que ça vient sur le moment, que c'est spontané. Alors moi, je peux dire déjà par ma pratique et par mes rencontres que oui, ça peut arriver, mais le plus souvent, c'est une préparation dingue. On voit un peu le sommet de l'iceberg. Et en fait, c'est intéressant parce que moi, mon métier et ma mission, c'est aussi de faire rêver les gens, que les gens s'évadent, qui pensent que la beauté, elle vient comme ça. C'est pourquoi pas qu'ils pensent ça. Mais pour arriver à ce moment-là, il faut que moi, je travaille pour que les gens aient cette sensation de légèreté. Mais c'est un boulot énorme. Et en fait, je pense que ça surprend les gens aujourd'hui. Mais si je parle de personnalité de l'époque, ben c'est complètement cohérent. Par exemple, Einstein était violoniste. Il écrit un livre sur Mozart. C'est quand même, ça explique beaucoup. Par exemple, il y a un compositeur qui s'appelle Mendelssohn, qui est allemand, compositeur de musique classique. Il a fait des études de droit. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques. Je pense qu'on essaie de séparer les choses alors que tout est connecté. Et cet esprit de travail et discipline, moi, je pense qu'il est nécessaire. Juste quand j'ouvre une partition, moi, je l'apprends en un mois peut-être. Je sais que le compositeur, il a pris 5 ans pour écrire peut-être 10 pages. Il y a forcément un moment où le travail, la discipline, ça fait partie de l'essence de créativité. Et ça n'a jamais été un problème pour moi. J'ai jamais eu cette tension interne où je me dis, ah, mais pourquoi ça vient pas comme ça? Parce que je sais. Une fois que j'ai commencé à travailler sur ça, quand j'ai eu mes professeurs, je sais que c'est pas... C'est pas du ça. C'est un peu de talent, mais le talent se travaille, quoi. C'est un peu ça. Ah, mais complètement. Et en fait, plus tu travailles ce talent, plus à un moment, ça peut venir aussi comme ça. Et cette spontanéité, c'est le fruit de 10 ans. C'est comme un peu quand on m'invite en concert, on me dit... mais vous allez jouer 1 heure, donc c'est 1 heure finalement. Je leur dis 7 heures, c'est 25 ans. Moi, je peux vous faire ça maintenant, mais c'est parce que j'ai passé 25 ans à travailler un outil, à façonner le truc. Bien sûr. C'est fascinant. Mais moi, c'est une conviction que j'ai depuis le début. Je sais que je travaille autant que quelqu'un va au bureau de 9h à 17h, voire même plus. Et ça, du coup, j'aimerais bien décortiquer du coup les coulisses. Tu vois, par exemple, si tu dois préparer un concert pour jouer 1 heure, 1 heure, ça me paraît très long, mais ça se joue. Des fois, c'est 1h30, 1h15, C'est ce qu'il faut. Bon, du coup, pour jouer 1h15. Comment ça se passe en préparation? Genre, par exemple, tu te dis, je dois jouer ça dans 1 mois. Qu'est-ce qui se passe? En général, quand on m'appelle pour jouer, c'est 1 an avant, parce que c'est pour préparer la saison de concert. Par exemple, là, on m'appelle depuis septembre 25 pour jouer en 26-27 pour la saison prochaine. D'accord, donc, on s'y prend assez tôt, ce qui est très très bien parce que ça me permet avant de commencer à travailler, c'est de construire le concert. C'est comme un chanteur va faire un show. Moi, pour moi, c'est hyper important parce que agencer des pièces comme ça, déjà, je commence à comprendre encore plus qu'avant. Je pense que c'est aussi cette maturité que j'essaie d'acquérir. Je me dis, les gens, ils viennent pour un spectacle. Donc oui, je dois présenter ce que je sais faire, mais je dois aussi raconter un truc, raconter une histoire, un fil conducteur, que les gens sentent qu'il y ait une évolution et que cette heure, elle passe comme 5 minutes, un peu comme ce que j'avais ressenti quand j'étais plus jeune. Donc il y a cette phase déjà de c'est quoi? Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je présente? Et ça, on a de la chance parce qu'au piano, le répertoire est infini. Et quand les personnes viennent te demander un concert, ils viennent avec une idée ou ils viennent pour l'artiste et ils te laissent ce champ libre? Ça dépend. Des fois, ils me disent, on veut Nour Ayadi, vous nous faites 1h30, carte blanche, trop bien. 1 heure, 1h30. Des fois, c'est vraiment, on veut un concert Chopin. C'est-à-dire que du Chopin, que le compositeur, ou bien on veut un concert sur le thème des compositrices, que des femmes compositrices. Mais ça m'arrive plus souvent d'avoir le champ libre, donc ça c'est super cool. Donc il y a cette phase déjà, je choisis mon programme. Une fois que je choisis mon programme, il faut l'apprendre. Des fois c'est des choses que je connais déjà, des fois
il faut que je les apprenne. Donc là intervient toute cette phase de préparation qui dure en fait presque. Le fait de travailler un an avant, c'est parfait pour. Pour anticiper, pour s'organiser, clairement. Je fais très rarement, enfin, sauf si vraiment c'est le cas, ou que j'ai pas le choix d'apprendre un truc pour dans 2 semaines. Un concert d'1 heure, ça se prépare pas en 1 mois, 2 semaines. Okay. Donc ça, c'est une planification. C'est pas évident parce que moi, je trouve anticiper le 1 an, sachant qu'il y a tellement de choses dans la vie, quoi. Puis oui, on va parler aussi de la vie parce que là. Ah oui, bien sûr. Là, on parle du côté professionnel. Mais c'est quand même un processus que je retrouve souvent quand on m'appelle en concert. J'essaie aussi de faire coïncider des programmes, pas jouer 5 heures de musique. Par exemple, si janvier, février, mars, je dois jouer, je sais pas, 10, 15 fois, j'essaie d'avoir des choses qui se regroupent, sinon c'est impossible. Sinon, c'est pas possible, Après, je vais pas le nier, je bosse tous les jours. Tous les jours, s'il n'y a pas de concert, s'il n'y a pas de voyage, on est sur des horaires de bureau, voire plus, parce que des fois, ça peut me prendre la tête pendant que je dors. Je suis là, je me dis, j'ai trouvé une solution pour ça. Mais c'est, tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours, ça ne veut pas dire tous les jours au piano, ça peut être sur table. Je lis le truc, j'essaie d'écouter intérieurement. Mais c'est un processus constant. Tant que le concert, il n'est pas arrivé, je suis en recherche. Et justement, dans cette phase de recherche, à quel moment tu vas chercher d'autres idées ailleurs? Parce que tu vois, il y a ce sujet de, comme tu fais le concert, tu t'écoutes des partitions, je pense, tu lis des partitions, etc. Mais est-ce que tu as d'autres sources de créativité qui te viennent? Et si oui, c'est quoi? Toujours. Toujours. J'imagine. Ça rejoint le truc de tout est connecté, toutes les disciplines. Il n'y a pas l'une qui va être dans un coin. Pour moi, c'est comme un peu cette toile d'araignée et tout est relié. Mais tous les jours, juste aller voir un film au cinéma, aller écouter une pièce de théâtre, aller voir un concert de musique classique ou jazz. Pour moi, tout est regroupé. Par exemple, les gens, c'est drôle parce que les gens pensent que je me balade dans la rue, j'écoute du classique tout le temps et que c'est mon obsession. Et ils ne savent pas. Non, mais moi, j'écoute du rap et du funk et du R&B. J'imagine. Et ça, pour moi, c'est tellement normal parce que c'est la même racine. Un rythme de jazz, on va le retrouver chez un compositeur qui va réutiliser des figures rythmiques, une mélodie, une harmonie. Tous ces racines dans la musique, en fait, c'est pareil. Moi, quand je joue du Mozart, j'essaie justement de montrer aux gens que, à son époque, Mozart, il improvisait en concert. Les gens, ils applaudissaient pendant qu'il jouait, comme dans un concert de jazz. Il y avait le solo du batteur ou du bassiste. Et les gens, ils sont, waouh, c'est incroyable. Et Mozart, c'était ça. Et donc, le fait de voir d'autres choses que la partition, c'est indispensable même. Parce qu'on peut faire fausse route en étant juste sur la pièce en se disant, OK, bon, évidemment, il faut comprendre le texte, mais des fois, on peut être complètement out et oublier qu'il y a un contexte social, historique. Juste, par exemple, si je parle de Mozart, il écrit, la marche turque. Ça s'appelle la marche turque. Le gars, il était autrichien. Oui, donc, c'est vrai. Je savais pas que ça s'appelait la marche turque. Voilà. Donc, c'est plein de... Saint-Saëns, il écrit un concerto qui s'appelle l'Égyptien, ou l'Égyptienne. Concerto égyptien. Et il s'inspire d'une certaine manière de quelque chose qu'il a écouté. Qu'il a vu, oui, bien sûr. Donc ça, les compositeurs que j'essaie d'interpréter, ils ont vécu avec ça. Donc moi, je me dois de m'ouvrir. Et ça, évidemment, mais ça accompagne aussi ma vie personnelle, juste la curiosité de l'art et du divertissement. Et vivre à Paris, c'est presque... C'est l'hyperménie, Ah mais oui, c'est presque une anomalie qu'il y ait autant de salles de concert et de possibilités artistiques. On peut faire quelque chose... tous les soirs, pendant toute la journée. Donc, pour moi, très, très important. Après, il faut savoir aussi trouver un équilibre entre tout ça, l'ouverture, et puis revenir à... J'ai vu tout ça autour de moi, maintenant, revenons à ce que moi, je peux proposer, ce qui m'a nourri, et on y va, et on bosse. Non, mais hyper intéressant. Et du coup, qu'en est-il, du coup, si tu travailles vraiment de manière assez full, qu'en est-il, justement, de... On va dire ta vie privée, parce que ça... Mais tu vois, cet équilibre à avoir, est-ce que, par exemple, autour de toi, tu n'as que des personnes qui travaillent dans ce milieu, ou est-ce que tu as des gens complètement à part? Est-ce que tu arrives à voyager? Tu vois, enfin, voyager pour toi, pas pour des concerts, que pour des concerts. Mais comment tu arrives justement à insérer les deux, ou bien peut-être même c'est une passion et que tu dis, j'en ai pas besoin. Ça peut être, tu vois. C'est hyper intéressant parce que j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est encore in the process. Je vais pas dire que j'ai trouvé la formule magique, mais par contre, il y a un truc qui est, ça, c'est une certitude, c'est que je peux pas, par exemple, m'arrêter de jouer pendant 3 mois.
Si j'arrête de jouer pendant 3 mois, on va le sentir quand je jouerai le concert juste après. C'est un choix qui doit être vraiment pris de manière assez... lucide. Ouais. Ok, je vois. Si j'arrête pendant 3 jours, je dois être sûre que j'ai pas une échéance hyper importante qui vient après. Parce que c'est aussi un métier physique. Donc les doigts, on sent que la dextérité, elle peut des fois un peu se ramollir. Donc je prends pas souvent de pause de piano. Ça, c'est quelque chose qui m'a... Surtout que, en fait, je suis aussi à un stade dans ma carrière où j'ai beaucoup de choses des concerts qui se mettent des fois en juillet, en août, pendant que les gens sont en vacances. Faut que je fasse, je fais. Par contre, l'avantage de ce métier, c'est que je voyage. Et donc, souvent, ou quand j'ai le temps, je peux prendre un jour avant, un jour après. Et ça, pour moi, ça fait un peu une pierre deux coups. Vacances, concerts. Donc, je profite un peu de ça. Mais c'est sûr que il faut l'admettre, l'art et la musique, c'est quand même un don de soi. Il y a une forme de sacrifice. Quand je dois donner un concert, ça peut me prendre la tête pendant énormément de temps avant et me poser des questions, me dire, il y a des petits moments de doute. Est-ce que c'est ça la bonne décision? Donc ça, c'est encore quelque chose qui, en moi, est hyper mélangé à ma vie de tous les jours. Je peux le matin prendre mon petit-déj et penser à ça. Et des fois, c'est pas toujours très sain. Je veux pas dire que c'est... Oui, non, bien sûr. Et comment tu arrives justement à... Quand tu es sur le edge, tu vois, sur le côté pas sain, comment tu arrives à te remettre on track? Des fois, j'essaie de presque me parler à moi-même et me dire, OK, sois rationnel. Parce que des fois, on est vraiment On part dans une irrationnalité. Ah oui, on se dit, mais alors que par exemple, on peut être complètement prêt pour un concert ou avoir travaillé, fait le max en tant qu'être humain. Et de remettre en question la minute avant et se dire mais ça va pas le faire. En fait non, faut arrêter ces pensées-là, faut repartir vers le côté ange de la pensée et se dire ok non, en fait on rationalise, on arrête et on vit, on fait d'autres choses. Donc et en fait il y a aussi autre chose qui m'a aidée, c'est que moi j'ai eu un parcours pluridisciplinaire. Donc j'ai jamais vraiment fait que du piano, H24. Et ça m'a aidé à remettre un peu les pieds sur terre. Le fait d'avoir été à Sciences Po, fait une licence master, j'ai côtoyé, tu me demandais si j'étais qu'avec des artistes. Pas normaux, mais, mais d'autres gens. D'autres gens qui sont dans d'autres domaines, pas que politiques, mais juste d'être dans le domaine culturel et pas artistique, mais dans les coulisses qui travaillent dans cette institution. C'est aussi un autre métier. Donc je côtoie énormément ces gens-là, des littéraires. C'est souvent dans le monde de l'art, mais... c'est quand même différent d'un artiste. Bien sûr, Et le fait de côtoyer ces gens, le fait d'avoir étudié autre chose que la musique, ça fait que j'ai toujours eu ce côté hyper terre à terre. Donc je peux aussi contrôler ça, mais c'est toujours un équilibre à trouver. Et ça dépend des périodes aussi. Il y a des moments où c'est beaucoup plus calme que d'autres. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter comment s'est fait justement ce choix d'être pianiste? Parce qu'à quel moment tu t'es dit, tu faisais plein de disciplines justement, à quel moment tu t'es dit, en fait ça, je vais en faire un métier? Ça n'a pas été évident de se dire c'est ça ou rien, parce que j'ai eu un premier déclic. C'est quand j'ai été admise au Conservatoire national de Paris. J'habitais au Maroc, je passe le concours d'entrée, c'est un peu le prestigieux établissement en France. J'entre, je suis admise, et là je me dis ok. Bon, et là du coup quand tu fais le conservatoire, tu t'es inscrite en tant que pianiste? Oui, c'est en tant que pianiste, c'est pour entrer en Mais du coup ça veut dire qu'en amont, t'avais quand même ce choix d'être pianiste ou pas? Pas forcément, parce que on peut entrer dans cette institution et ne pas finir par faire autre chose. Mais si, c'est quand même une première décision de ok, je vais essayer d'en faire un truc sérieux. Oui, c'est ça. Mais du coup, justement, ma question, du coup, en amont un peu derrière, c'est à ce moment-là. À quel moment tu t'es dit en fait ça, le piano, je vais en faire quelque chose de sérieux? Qu'est-ce qui t'a fait faire dire, qu'est-ce qui t'a... Je pense que c'est un cumul d'expériences. Quand j'étais au Maroc, j'ai très vite été confrontée un peu à la compétition, je passais des concours, je gagnais les concours, il y avait ces réussites et réussite plus réussite faisait que c'est comme si ça me donnait des signes, la confiance, ça stimule, ça te motive. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui marche dans un domaine, bon, peut-être que il faut aller plus loin. Il faut creuser. Et donc bien sûr mon entourage, mon professeur, il y a eu
c'est pas on va en faire un métier sûr, mais on va pas laisser tomber. Ça sert à quoi? Il y a quelque chose à creuser. Je pense que c'est les petites réussites, les petites étapes. Des fois, c'est des concerts, parce que pour moi, c'est aussi important qu'un concours. Les concerts où on sent que le public a été réceptif. Je commençais à me dire, ça, il y a quelque chose. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai pas lâché. Sinon, évidemment, j'aurais... la danse, je savais que j'allais pas être danseuse professionnelle. Enfin, je veux dire, je dansais bien, mais sans plus. Oui, je vois. C'était. Mais je pense que c'est le fait qu'il y ait une passion, mais qu'il y ait un retour aussi de l'environnement. Un peu la chance du débutant de Paulo Coelho, quoi. Tu fais et puis t'as la réceptivité. Ok. C'est ça. Ok, donc tu rentres au conservatoire. Je rentre au conservatoire et là, je sais que c'est sérieux parce que c'est des études supérieures. C'est ce qu'on fait normalement après le baccalauréat. Mais à ce moment-là, je passais mon bac. Donc, je le passe à Paris. Je suis... je parlais de discipline travail, première de la classe, première note, c'est une réalité. Donc moi, à ce moment-là, je dis aussi, mais je vais lâcher les études pour faire que du piano. Je me voyais pas faire ça. Surtout que quand j'étais au Maroc, c'était pas du tout le projet. Moi, j'allais à l'école, je partais pour une prépa ingénieur. C'était ça mon... Ok, le plan de départ. Le plan de départ, c'est ça. D'ailleurs, je postule quand je suis au bac sur APB, prépa. J'ai des prépas, donc prépa spé-mat. J'ai des admissions à des écoles. Et là, je me dis, ok, c'est là où tout va se faire. Et j'ai un gros doute parce que je sais que si je commence une prépa, il faut être réaliste. Le piano, c'est pas possible. Enfin, je le reprendrai 5 ans plus tard, mais pas en même temps, quoi. Pas en même temps, impossible. Donc là, je doute vraiment. Bon, évidemment, il y a mes parents avec moi c'est des discussions qu'on a, de très longues discussions, donc ils m'aident dans cette décision. Mais il y a la passion qui l'emporte. Je me dis, si je laisse le piano, ce sera pas pareil. Si je laisse pendant 5 ans, oui, les prépas, c'est précis. Oui, moi, je pense que j'aurais été faite pour ça, parce que j'adore. Oui, t'as bien bûché, quoi. Ah, j'adore. Le cadre comme ça, académique, je sais que j'adore ça. C'est pas pour rien que j'ai fait 1000 choses en même temps. C'est ça. Mais je sais que c'est pas pour moi, mais bon, j'entre à Sciences Po, je passe le concours Sciences Po, qui est aussi donc institution de prestige, c'est super, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. En fait, c'est limite, les gens disent quand tu rentres à Sciences Po, c'est comme si tu avais fait le plus dur. Et après, c'est intense, mais tu as fait le plus dur, c'est être admis. La prépa, c'est sortir de la prépa et entrer en école. C'est un peu l'inverse. Donc le fait d'être rentrée à Sciences Po, hyper contente, mais là, c'est aussi 5 ans, mais 3 ans, surtout de licence, c'était dur. Parce que, de jongler. Ah oui, de jongler. Il n'y en a pas un qui va comprendre vraiment que je veux faire les deux. Et ce que je comprends quand tu rentres dans une institution, mais hyper difficile. Et Sciences Po, c'est intense. Bien sûr. C'est très intense. Et toi, justement, cette volonté-là de faire les deux, tu aurais pu faire Sciences Po. Enfin, tu as fait Sciences Po, tu aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire autre chose. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de vouloir faire Sciences Po et le piano? Est-ce qu'il y avait une vision J'ai toujours été intéressée par Sciences Po parce que à l'époque, au Maroc, il y avait des intervenants de Sciences Po qui venaient présenter l'école. Ça m'avait déjà hyper intéressée. Et puis, c'est un domaine, l'ouverture culturelle, l'ouverture diplomatique, être conscient des enjeux culturels et sociétaux de notre monde. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée. D'autant plus que la musique, on peut être un peu absorbé par quelque chose d'abstrait. Et moi, j'ai besoin aussi de savoir. De savoir, ok, je suis musicienne, mais oublie pas où tu es, oublie pas ce qui se passe. Et ça, c'était hyper important pour moi. Après, j'ai bifurqué dans un master d'affaires publiques culturelles. Donc là, ça rejoint. Oui, t'arrives à connecter the dots. J'ai un peu connecté plus les choses. Mais c'était le choix parfait. Le choix parfait. Et aujourd'hui, je suis hyper fière de dire que parce que j'ai fait ce parcours qui a été vraiment difficile, ils ont créé un parcours pour artistes de haut niveau à Sciences Po. Ah, super. Un peu juste après, l'année après moi. Trop bien. Et donc, je bosse pas mal avec eux pour affiner leur maquette pédagogique, pour savoir un peu le besoin d'un artiste comme moi qui a voulu faire les deux. Et donc là, il y a ce cursus. Génial. Et c'est super parce que moi, j'aurais rêvé avoir ça. Et le fait qu'il y ait ça maintenant pour les artistes, c'est top. C'est super. Trop bien. Et tu vois, t'en as un peu parlé en filigrane, mais tu vois, moi, j'aime bien parler des profils multipassionnés. Ce que je suis, je pense que beaucoup de gens qui écoutent le podcast aussi sont comme ça. Des personnes qui ont plusieurs passions, ne savent pas choisir, veulent tout faire. Enfin, tu vois, quand je t'entends parler, c'est un peu ça, tu vois. Toi, ça, comment tu l'as... Est-ce que, à un moment donné, tu as mis un mot dessus en me disant, en fait, je peux pas choisir.
Tu vois, est-ce que déjà ça? Et comment tu le vis au quotidien, quoi? Je pense on adore mettre les gens dans des cases. Ça, c'est je pense la passion cachée des gens. C'est, je sais pas, on aime bien, ça rassure peut-être de dire lui est quelqu'un qui est un peu dans plein de, ça inquiète ou je sais pas, il y a quelque chose, on se dit, c'est bizarre. On peut pas accepter ça. Donc moi, j'ai vite compris que la perception des gens, elle allait pas changer du jour au lendemain, que ça devait venir de moi. Si moi j'étais convaincue que en fait j'ai pas à choisir, et alors en fait si c'est mon problème finalement, si j'arrive pas à choisir et que je me casse la gueule, c'est à moi d'assumer et peut-être que à ce moment-là je fais un choix, mais pas que ça vienne de quelqu'un d'extérieur et que moi je prenne la décision parce que on m'a dit non. Et ça aurait pu être ça, mais encore une fois, j'aurais pas pu faire ça sans l'aide de ma famille parce que je peux pas être comme ça toute seule et dire ah mais c'est bon, je suis convaincue. J'ai eu un soutien sans faille de mes parents, de mes frères et sœurs, et ça c'est ce qui a fait que j'ai continué. Mais j'étais quand même, il y avait une conviction personnelle au fond. J'étais sûre que j'avais envie, c'est que j'avais envie. Il y avait une passion, il y avait une énergie. Je trouvais ça dommage d'abandonner, alors que il y avait cette flamme en fait. J'étais capable de le faire. Après, il faut assumer. Il y a un truc à assumer, mais je sais que on n'aime pas. Ça dérange. Ça dérange. Ouais, clairement. Et comment tu fais quand, par exemple, tu vois, quand tu es dans sur plusieurs feux, il y a un moment donné, soit, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, tu peux être un peu à fond sur un truc et après délaisser l'autre. À quel moment, qu'est-ce qui te fait sentir, toi, que tu es allé trop loin? Et quand une part de toi demande de l'espace, comment tu nourris cet espace-là? C'est sûr qu'il y a des moments où je vais privilégier un projet par rapport à un autre. C'est normal, oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, la musique prend le dessus. C'est une vérité. Et avec Sciences Po, ça se connecte, ça va se connecter. Mais pour l'instant, je passe le plus clair de mon temps à travailler sur mes projets artistiques. C'est... moi, je crois au fait que notre vie, elle n'est pas linéaire. J'ai envie de dire peut-être dans 30 ans, j'ai envie de faire autre chose, ou même dans 5 ans. Parce que et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui m'aide à être aussi ouverte dans mon métier de musicienne, c'est que je sens pas que je suis prisonnière de ça. Oui, tu peux te dire dans 5 ans, fini le piano. Si j'ai envie. Mais tu crois ça? Pas. J'aime trop pour abandonner. Mais je sens pas qu'il y a une pression en moi c'est pas réussir, mais je sais pas, c'est dur à expliquer, mais d'être libre en fait. J'ai envie de me sentir libre. C'est pas facile parce que pour sauter le pas et dire ok, je vais faire ça, et là je pars dans un truc complètement différent, on a l'impression qu'on perdra notre temps, que ça marchera peut-être pas, mais pourquoi pas? Et tu vois, c'est marrant parce que moi j'avais interviewé il y a quelques années un danseur de l'Opéra de Paris, Chun Wing, qui est devenu un ami. Lui justement, il me parlait de la passion. Tu sais, quand tu fais un métier passion, il parlait justement de ce sujet de parfois tu peux te dire en fait j'ai une passion, je la transforme en métier et ça devient un sujet de performance. Est-ce que ça, toi, tu le sens ou tu t'y penses parfois que ton métier devienne une perf et qu'en fait à terme tu trouves plus du plaisir? Ça peut quand on doit passer des auditions, des concours, quand il y a cette pression énorme et qu'on se dit attends, mais là je suis en train de me fracasser l'esprit pour quelque chose qui de base je suis censée adorer et prendre du plaisir. Mais ça, c'est dès lors que j'en ai fait mon métier, je me suis sentie responsable. En fait, je suis responsable de ce que je dois transmettre aux gens. C'est un peu ma mission d'artiste. Si je voulais prendre du plaisir juste comme ça, j'aurais pas choisi d'en faire mon métier. Le fait de choisir que ce soit la profession, que le métier passion devienne justement mon métier, il faut le prendre avec ses conséquences. Et ça, je le savais. Et c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il peut y avoir une pression énorme. Énorme. Par exemple, l'été dernier, j'ai joué pour un festival devant 50 000 personnes. C'est assez rare dans le milieu de la musique classique. Il y a les grandes salles, en général, on est à 2005, 2500, ça c'est super grande salle. On est plutôt, là c'est vraiment les grandes salles. C'était énorme. 50 000, faut avoir le mental, il faut être prêt et
en fait, je suis pas là pour... oui, je dois prendre du plaisir, mais je dois surtout faire plaisir aux femmes. Exactement. Oui. C'est que les gens doivent prendre du plaisir. Les gens font le trajet en voiture, en avion des fois pour nous écouter. Et là, il faut assumer. Donc c'est là où on se dit, ok, mais c'est stressant. Après, j'ai envie de dire, tout est stressant. Moi, je le fais dans la musique. Peut-être que quelqu'un a ce même stress. Mais ce qui est beau, c'est que j'aime ça, en fait. Le fait d'être animé par ça. Moi, quand je dis je travaille toute la journée, je compte pas l'heure. Hein. Des fois, c'est 8 heures, mais c'est le bonheur de faire un truc qu'on aime parce qu'on a été baigné dedans. On a baigné dedans depuis la tendre enfance. Donc, je me plaindrai jamais de ça. Mais les moments où il y a des petits questionnements, ça peut être souvent avant le concert. Ça, c'est quand l'esprit joue avec toi. Avant, on se dit, non, mais je m'inflige quoi là je peux être chez moi tranquille et laisser quelqu'un d'autre le faire. Et le bonheur que ça procure après, c'est... Et j'ai vu te demander une question en amont tout à l'heure. Comment tu as découvert la musique? Est-ce qu'il y a un membre de ta famille qui joue? Oui, ma grande sœur. Ah, d'accord. Elle en joue. Ok, trop bien. Et c'est grâce à elle que... Il y avait un piano à la maison quand j'avais 3 ans, donc j'ai pas juste non, mais c'est une question découvert ça. J'ai baigné dans ça. Mes parents écoute la musique classique, entre autres, avec d'autres types de musique, mais il y avait quelque chose qui était déjà installé dans le foyer. Et tu sais, moi, j'aime bien aussi parler de la traversée du désert. C'est un moment dans ta vie, ta carrière, où tu as eu une petite traversée du désert, quoi, tu vois, des doutes, etc. Est-ce que tu en as eu ou pas? Enfin, ça peut ne... Enfin, comment dire? Il n'y a pas de honte à pas en avoir. C'est-à-dire que, tu vois, parfois... moi, j'en ai une, je t'en ai parlé en amont, qui était la raison du coup du podcast. Mais justement, cette traversée des déserts était tellement brutale parce que j'avais jamais eu traversé des déserts avant, parce que j'ai une famille, pareil, un peu comme toi, hyper couvante, je suis la dernière chez moi, enfin, jamais eu de pépin, quoi, tu vois. Mais du coup, voilà, il se peut que parfois il y en ait pas. Mais s'il y en a, si tu peux me partager, je serais ravie. Ouais, je pense que c'est un peu ce que je disais, c'est le doute d'orientation. Pour moi, c'est pas une traversée dans le sens, c'était pas long, mais quand même période de doute parce que si j'avais pris un autre chemin, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Exactement, j'aurais eu une autre vie. Donc quand même, c'était des doutes. Après, c'est un peu différent de ta question, mais on a souvent des doutes dans le processus de création. Quand je dois présenter une œuvre, quand j'explore un programme, quand je travaille une pièce. On peut faire fausse route dans la recherche. Moi, je compare souvent ça à un laboratoire de recherche. On est là, on joue avec nos ingrédients et des fois, on n'est pas sûr de comprendre de quoi il s'agit. C'est comme quand on lit un texte, comme un comédien va interpréter. Des fois, l'interprétation, on ne sait pas du tout si elle est bonne. Et oui, on est encadré par des professeurs et tout ça, mais quand même, c'est nous qui délivrons le message à la fin. Et ça, c'est pas évident parce que le doute, moi, je trouve que c'est super. Ça veut dire qu'on est en évolution, on est en réflexion constante. Mais à un moment, avant le concert, avant d'entrer sur scène, il faut décider. Il faut se dire, OK, c'est ça mon choix et je dois l'assumer. Et ça peut être très, très compliqué parce que ce qui est difficile dans l'art, c'est pas comme un mathématicien, il va trouver une formule et il va dire c'est ça ma formule. Et elle est connue universellement. Elle est connue et on a les preuves scientifiques. La musique, c'est quelque chose qui est impalpable, c'est dans l'air, c'est éphémère, c'est infini. Et cette notion d'infini, elle peut faire peur parce que en fait, c'est aussi ça, je disais aussi par rapport à la fine ligne entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est que on sait jamais quand est-ce que c'est fini, le travail. On peut être prêt à 100% et on se dit, mais non, en fait, c'est pas vrai. Je suis pas prête. Comme un peintre va refaire 500 fois. J'ai un ami peintre qui peint tous les jours et des fois il me montre ses travaux. Moi je trouve ça super. Il dit mais non, ça va pas. C'est une catastrophe. Il refait pour moi c'est la même truc. Mais ça là j'y suis. Ok tu sais mais tu étais déjà. Donc c'est ça qui est dur. Et je sais plus c'était quoi ta question. Non c'était sur la traversée du désert mais du coup il y a des doutes mais du coup c'est un peu dans le moi je l'ai dans le processus de création aussi de messager, d'interprète. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas évident. Et ça t'est déjà arrivé de proposer quelque chose et que le client dise « Ah non, j'aime pas du tout ». C'est juste, plutôt pour savoir comment tu réagis à ça. Comment je réagis à ça? C'est plutôt, ça peut être le public qui vient et qui me donne son avis. C'est pas qu'il l'aime pas, mais dis-moi, je joue ça comme ça, ou j'ai entendu cette... Après, c'est des professionnels qui viennent écouter et qui te... Oui, ça peut être des critiques qui font des articles. Après,
Alors, j'ai appris à me défaire du regard des autres. Comment tu fais ça? Et ça m'a tellement changé la vie. Mais comment tu fais? Donne-nous ta recette. Mais en fait, je pense que c'est quand on prend de l'âge, quoi. Bah oui, mais t'es jeune. Je suis jeune, mais en fait, c'est aussi, mais on passe aussi par des phases, comment dire, des refus peut-être, des refus d'audition. Tu sais, quand on passe c'est pas des castings, mais des fois on envoie des dossiers pour des concours. On est accepté ou on l'est pas. Oui. Et moi, j'ai eu les deux. Oui. Donc, je pense que ça peut faire prendre, ça fait des petits switches dans l'esprit. Ok, donc c'est plus le fait de tenter, en tout cas, c'est le fait de tenter des expériences et de voir que ça échoue. Du coup, ça donne un peu de la confiance, mais un peu, oui, c'est ça. Oui, parce que surtout quand l'expérience qui échoue et qui réussit, elle est basée sur la même... dossier. Oui, je vois. On se dit non, mais là, je comprends pas. C'est la même. Il y a une erreur d'appréciation, quoi. Voilà. Et en fait, ces choses-là, ça t'apprend à te recentrer sur toi et te dire, attends, lui, il a décidé que j'étais pas assez bien. Lui, il a décidé que j'étais excellente. Mais au final, si ça joue sur mon humeur et ma confiance, je vais jamais tenir. Je tiens même pas 2 ans si ça joue sur mon esprit. Et c'est là où je me dis, ok, recentre sur toi et sois convaincu déjà toi par ton travail. Et là, quand on commence à être convaincu et que c'est moi qui me dis rationnellement, là, on est bien, et bien le commentaire, la critique de l'autre, elle est là, on la prend, mais on est détaché émotionnellement. On prend, mais sans impact. Et donc, je dirais les expériences et puis, le cumul d'expériences. Hein. Et le travail authentique. J'essaie de le faire tout le temps, mais quand mon travail, il est authentique, je sais qu'il est sincère, il est honnête envers moi-même, je sais que quoi que je présente, même si je suis pas à mon max, si c'était mon optimum, par rapport à mon contexte de vie, parce que j'ai été honnête avec moi-même. Et cette forme d'honnêteté, pour moi, elle efface toute forme de critique. Ouais. Et il y a quelque chose, pardon, je parle beaucoup. Non, mais c'est passionnant. Qui est hyper intéressant, que j'avais écouté d'un musicien classique professionnel, qui disait, tout le monde peut critiquer, mais personne ne sait combien c'était dur de le faire à ce moment-là. Et personne n'aurait pu faire mieux que toi à ce moment-là, à ta place. Et ça fait prendre conscience qu'en fait, c'est vrai. Toi, de ton canapé, tu dis, ah bon, c'était bof. C'est comme les trucs de Miss France, là. On est là à prendre des chips, trop grosse cuisse, toi, t'es là. Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on prend conscience de ça, on se dit, mais oui, parce que moi aussi, quand je regarde quelqu'un, je sais que c'est dur, mais c'est tellement plus facile de critiquer. Bien sûr. Une fois qu'on commence à se dire ces petites choses comme ça, c'est plus simple de se détacher et vraiment là, moi je sens que je commence à m'aligner dans cette phase. Je suis dans une phase où je commence à être plus, je me recentre avec moi et ça orbite, les gens orbitent autour de moi, enfin les critiques, les trucs et ça change la vie en fait. Non, parce vraiment. Que sinon, moi, la remise en question, elle est quotidienne et est-ce que tu considères que tu es une bonne élève? Toi, le fameux syndrome de la bonne élève. Ouais, je pense que oui. Mais dis-moi. T'as toujours pas compris. mais c'est cool. Mais c'est cool du coup ce shift-là. Mais ce shift-là est cool quand même parce que dans la bonne élève, t'es quand même. Le regard extérieur, il est quand même très très fort. Ah, le regard extérieur, c'est la bonne note qui fait que tu dis. T'es content, en mode c'est bon. Ah oui. On a remis un truc. Le bon élève et surtout, je pense que le fait d'être passé par des institutions françaises, être bon élève, ça renforce. Ça renforce parce qu'il y a des examens, des auditions, des notes. Ça régit le système éducatif. Donc oui, bon élève, mais maintenant je sors de ça, ce cadre académique qui se soigne quand tu es sur le terrain. Sur le terrain, le bon élève, oui, c'est un peu, c'est les prix de concours. Oui, c'est un peu le truc théorique, quoi. T'es un peu, tu bûches, quoi, tu vois. Mais t'es pas dans l'action, le côté sur le terrain, comme tu dis. Ça change beaucoup parce que là, je suis plutôt dans la recherche de donner quelque chose d'intemporel aux gens. Que, en fait, t'aimes, tu aimes pas. Moi, j'aime ce que je présente et je veux que ça reste pour toujours. Et ça, quand je trouve ça, je dis pas que c'est tout le temps, hein. C'est un va-et-vient de réflexion avec soi-même, mais quand j'arrive à être dans ce mental state, cet état psychique, mental, je suis bien avec ma profession. Et du coup, c'est une parfaite transition vers ma prochaine question. Magnifique. Dans ce podcast, je parle beaucoup de sweet spot. Tu vois, c'est l'endroit où tu te sens bien à ta place et surtout,
l'endroit où se connecte un peu le fil rouge de tout ce que tu fais, à la fois tout ce que tu aimes. Toi, comment tu définirais ton sweet spot? Je pense que c'est lorsque j'arrive à mettre en action ce dans quoi j'ai investi. Par exemple, comme ce que j'ai fait au Chapter 54, parler devant les gens, donner une petite conférence qui s'est nourrie par ma formation à Sciences Po. C'est comme si c'est mettre en activité, en action mes compétences. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que jouer de la musique, c'est super, mais faire de la musique, parler aux gens, rencontrer des gens, donner des cours, parce que je suis aussi en formation de pédagogie, transmettre, là, je suis trop heureuse. Trop heureuse, parce que je sens que je me définis pas par une seule chose, celle qui joue sur scène, son concert. Et il y a encore des choses que j'ai envie d'explorer. Comme quoi? Donc, comme écrire de la musique. Okay. Ça, j'ai trop envie. Et tu vois, ça, c'est un petit pas. Il faut sauter un peu dans le vide, mais je sais que j'en ai envie. Il y a d'élargir ta zone de compétence, quoi. Oui, oui. Et ça vient plus par un besoin qui est intérieur que j'ai envie de le faire parce que ça serait stylé de le faire. Intéressant, ce truc de besoin. J'en ai besoin, là. Ouais, mais du coup, comment je parle toujours surtout aux auditeurs, comment tu le ressens, ce besoin? Moi, je comprends ce que tu dis. Hein. Il y a un moment donné, il y a un... C'est quand il y a un truc, mais comment tu le ressens, toi? J'ai dû rencontrer des gens, des compositeurs, j'ai dû écouter des concerts et me dire, en fait, ce type de musique, ça m'intéresse. Ou bien jouer une musique qui n'est pas celle que j'ai écrite et dire, mais pourquoi ça émanerait pas de moi? Pourquoi je pourrais... C'est des expériences. Ok. Ouais, et je pense que c'est aussi quand on fait quelque chose beaucoup de fois, on voit que ça marche, mais on sent que il y a quelque chose qui peut être un peu plus ouvert et je dirais pas qu'il y a une chose qui a fait que j'ai senti sûr, ça. Mais c'est une multitude de... je pense les rencontres, les expériences et mes propres expériences. Je comprends. Et puis aussi le retour de la racine de mon métier. C'est quoi être un artiste? C'est quoi être un musicien? Pour moi, un musicien, il faut qu'il crée aussi. Créer, je dis pas que je crée pas parce que je tiens à dire que quelqu'un qui interprète une musique, qui est écrite, surtout cette musique qui nous a été léguée par un texte, enfin, je veux dire, qui ne prend vie que par mes doigts en l'occurrence, c'est une forme de création. Bien sûr, je suis d'accord. Mais je sens qu'il y a autre chose que j'ai envie d'explorer. Donc, le sweet spot, comme tu dis, je pense que je l'aurai aussi quand il y a ces choses qui se unlock, on va dire. Mais pour moi, c'est quand je cumule... ma personnalité, en fait, c'est quand elle est à son paroxysme. C'est quand cette personne qui est un peu curieuse, ouverte, qui aime... Et quand je suis à la rencontre des gens aussi. Ça, c'est... En fait, je me rends compte que c'est drôle parce que le piano, c'est l'instrument, je pense, le plus solitaire de tous les instruments parce que c'est pas un instrument qui joue dans un orchestre. Le violon, il peut jouer en groupe, en orchestre seul. Le piano, il joue dans l'orchestre, mais en tant que soliste, accompagné d'un orchestre. Donc, je suis tout le temps seule. Et je me rends compte que jouer en concert, c'est aussi une manière, je pense, un peu masquée de connecter, bien sûr, de parler aux gens, de ressentir quand ils viennent me parler à la fin d'un concert, de voir on a vibré sur les mêmes ondes. Encore une fois, je m'éloigne de ta question. Non, mais t'inquiète. Voilà, c'est un peu, c'est quand c'est quand ma personnalité, elle est vraiment, tu te sens pleinement toi, quoi. Et encore une fois, revenir sur ce truc, être détaché du regard. Oui, parce que si tu es pleinement toi, tu ne recalcules plus les gens, en fait. Mais en même temps, je dis ça et je comprends que ce soit pas facile en 2026. Ah, mais bien sûr. On est tout le temps entouré de réseaux sociaux. De comparaison. Tout le monde doit montrer que sa vie est la meilleure. Et on a l'impression que tout le monde nous regarde. Parce que nous, on regarde un peu les gens. Le scrolling, c'est regarder ce que les gens font. On se dit, non, mais les gens, ils vont voir. Et il y a un conseil qui est hyper cool qu'on m'a donné, c'est que tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde s'en fiche. Les gens s'en foutent de personne. Chacun est beaucoup trop occupé sur soi. On est tous d'un narcissisme incroyable. Mégalo, Tout le monde s'en fiche et quand on se dit ça, on se dit mais c'est vrai parce que moi je m'en fiche des autres. C'est ça. Exactement. Et le fait de penser un peu comme ça fait prendre du recul sur ils vont penser quoi de moi? En fait, rien.
Et même si, en fait, ça, dans 2 heures, il y aura un autre truc et les gens comprendront autre chose de quelque chose. Exactement. Donc, c'est ça. Ça, se dire ces petites paroles-là, ça m'aide à relativiser. Mais ce qui est l'idéal, c'est que ça se soit constant, mais des fois, c'est haut et bas. C'est jamais constant. Et c'est ça aussi le peps de la vie. Hein. Ah ben oui, bien sûr. Et Nour, qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que serait une vie réussie pour toi? Voilà, une vraie réussite. C'est ça, hein, une vraie réussite. Non, une vie réussie pour toi. Qu'est-ce que serait la réussite? Enfin, je sais pas, tu te dis, si tu regardes le film de ta vie, elle sera réussie, si quoi? Elle sera réussie quand... non, moi je pense que en tout cas la réussite... Ah, c'est dur, hein. Je sais pas. Bien sûr, c'est dur. Je crois qu'on est là pour jouer. Non, en tout cas, je pense que je distingue maintenant plus la réussite du succès. Oui, ça c'est certain. Quand la réussite, ça vient de moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va... Le succès, c'est extérieur. Mais moi, c'est tous les jours la réussite, si ça vient de moi. Ok, mais elle est composée de quoi cette réussite? Mais c'est pas tout ce qu'on a dit, hein. Ah bah. Alors, mais non, c'est pas évident parce que moi, je suis très exigeante envers moi-même aussi. Ça, c'est. Mais moi, je me considère déjà dans une forme de réussite là, parce que toutes les actions, si c'est bon, je crois que je sais. Vas-y. La réussite, c'est quand. Là, j'ai des flashs. Je vois tes yeux s'illuminer en mode c'est bon, I got it. Et parce qu'il y a un truc que je commence à comprendre. La réussite, c'est quand j'arrive à rendre important, beau, unique tous les moments de ma vie. Être dans l'instant présent à chaque moment de ma vie. On parle du perso, du pro, mais quand je parle du pro, c'est aussi vraiment le concert dans une prison devant 20 personnes qui est un moment hyper intense et je sais que les débouchés professionnels, il n'y en aura pas, mais c'est d'être dans cet instant et de me dire là, j'ai réussi quelque chose parce que j'étais là, ils étaient là, il s'est passé un truc spécial. Et ça, j'arrive à le faire de plus en plus, c'est que plutôt que de me projeter dans plein de choses qui ont lieu dans 10 mois, 5 mois, parce que l'événement est hyper important, c'est qu'en fait, au lieu de penser à ça, je pense à, ok, la semaine prochaine, j'ai un podcast qui s'appelle Anger et j'ai envie d'être présente et de pas penser que je dois jouer devant je sais pas combien de personnes. Je vois. Et ça, pour moi, c'est une réussite parce que je me sens hyper heureuse dans ma vie quand je fais ça. Hyper heureuse et ça me permet de décomplexer, déstresser sur plein de données. Et d'être là, quoi, d'être moment présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, c'est là. Je pense que c'est ça pour moi, la réussite. C'est beau. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui vient de moi. C'est personne qui me dit t'as réussi, Nour. Mais ça vient de moi. En fait, c'est juste de se sentir heureux et libre et ça, mais l'effet, il est immédiat dans ma vie. Immédiat. J'adore. Immédiat. Les gens, je sais que les gens ressentent ça et le fait que on ressent ces énergies entre les gens, ça me rend en paix en tout cas et heureuse. C'est peut-être un peu philosophique ou écoute, c'est le but de la question, ma foi. La question est quand même très philosophique. Ouais. Et c'est de pas attendre que la réussite, elle viendra parce que j'aurais eu cocher un truc. Ce prix, cette grande salle de concert. Ça vient avant. Parce que sinon, on attend bien longtemps. Et puis même, souvent, quand ça arrive, on dit, OK, mais maintenant, so what? C'est souvent ça. Hein. Le syndrome de la bonne élève. Voilà. Bien sûr. So what? Bien sûr. Là, non, je vais passer rapidement sur le Tamé de Gatémérique, qui sont des questions un peu spontanées. Et tu réponds comme tu le sens. Quel aspect de toi as-tu mis le plus de temps à accepter ou à accueillir? Il faut répondre vite, là. Il faut répondre. Vite, tranquille. Je sais pas. C'est pas évident. Hein. Peut-être que ça viendra après. T'inquiète. On fera le montage. Qu'est-ce que tu es toujours en train d'apprendre en ce moment? Toujours en train d'apprendre à comment transmettre la musique aux petits, aux nouvelles générations, mais surtout aux tout petits. Je fais une formation pour ça d'ailleurs, donc trop bien. C'est important et je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Parce que moi j'ai eu la chance
d'avoir commencé jeune, donc d'être encadrée, mais à mon tour le faire, ça nécessite des outils, une formation. C'est pas parce que je peux jouer sur scène que je peux transmettre. Oui. J'ai une petite nièce qui a 5 ans. C'est pas facile et j'apprends beaucoup avec elle. C'est elle qui m'apprend en fait. Ça. Non, c'est pas comme ça. Oui, c'est ça, exact. Là, je comprends pas. Ouais. Est-ce que quand par exemple tout tangue, tout est difficile, tu te raccroches à quoi? Ma famille. Jusqu'où je suis arrivée aujourd'hui. Avant de sentir cette instabilité. De me rappeler surtout qu'on a souvent tendance à effacer certains accomplissements, de me les verbaliser. Ouais, je vois. Et bon, tu as répondu à cette question, mais peut-être qu'il y aura une autre réponse qui va venir, mais de quoi as-tu dû te libérer pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? À part le regard des autres, c'est encore en cours, mais je pense qu'il y a eu un progrès énorme, mais de mes propres barrières, de mes propres... des fois, les limites, les peurs, le doute. Ah oui, le doute que personne d'autre ne te dit, sauf toi avec toi-même. Les remises en question. Se libérer de ça, ça m'a aidé beaucoup. Et des fois, je le sens dans des moments très précis. Ça peut être un concert, un moment très important pour ma carrière, une apparition télévisée ou quelque chose comme ça. C'est le doute, self-doubt. Est-ce que tu peux compléter cette phrase? Le monde a besoin de plus de... Le monde a besoin de plus... J'ai envie de dire de plus d'amour, mais... Je trouve ça trop niais. Ouais. Pourtant, c'est cool, hein. C'est cool, l'amour. Non, mais le monde a besoin de plus d'attention, je dirais. Je dois argumenter. Comme tu veux. Ouais. Ici, on est libre, hein. Tu vas l'attention. Je pense que si, ça j'ai envie de dire, parce que ça m'effraie et j'ai très peur pour notre futur. Mais l'attention, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus attentif parce qu'on est dans une ère de téléphone, réseaux sociaux et tout, et que les gens, ils parlent sans vraiment, on ne sait plus si les gens ils sont là, les gens ils sont dans la rue, ils ont les écouteurs, ils parlent à une personne invisible. L'attention juste à l'autre, mais l'autre réel et pas virtuel. Ça, je pense qu'on en a besoin. Trop chouette. Merci beaucoup, Nour. J'espère que tu as aimé cette conversation. C'était trop bien. C'est vrai? J'adore. T'as aimé? Bah ouais, trop cool. C'était hyper chill. Je pense que c'est le podcast le plus chill que j'ai fait en termes de... Oui, c'est très chill. Ouais. On est là pour ça. Trop bien. Bah, j'ai pas répondu à ton premier... C'est pas grave. C'était quoi? Ce que t'as pris le plus de temps à accepter? Ouais. Écoute, ça vient pas? Ouais, ça vient pas. It's okay. J'ai tout accepté, moi. Je m'accepte. Trop chouette. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et on se dit à bientôt. Merci.